Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venu, d'avoir interrompu votre déjeuner pour venir m'écouter vous parler d'un sujet qui est plus du tout à la mode, parce qu'on va parler XML, même si c'était pas dans le titre. Qui je suis? Je suis Christophe Marchand, je suis développeur depuis 30 ans à peu près. Là-dedans, j'ai fait beaucoup d'objets, beaucoup de XML aussi, sur plein de sujets différents. Je suis contributeur à XSpec, qui est un framework de test unitaire pour les langages XML. Et puis, professionnellement, je suis formateur chez Oxiane. J'alterne des périodes de formation et des périodes où je suis en mission. Et en ce moment, je fais un peu plus de formation que de mission. Alors, de quoi je vous parle? Je vous parle de l'avancée des travaux d'un community group du W3C, qui a été monté à l'initiative de Michael Kay, suite à une conférence qu'il a fait à Prague en 2020, où XSLT3 était sorti, la publication était sortie, et un an après, il propose des évolutions dans le langage. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui l'ont rejoint. Alors, pour les gens qui sont un petit peu dans le monde XML, j'ai pas mis tous les noms de toutes les personnes qui sont dans le community group, mais les plus célèbres en tout cas. Autour des travaux d'XSLT4, il y a en fait eu des travaux sur tous les autres langages, donc XPath, XQuery, et puis le modèle de données, etc. etc. Donc j'ai sélectionné, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai sélectionné les choses qui me paraissent importantes pour les développeurs. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors dans le langage XPath, il y a deux trucs importants qui apparaissent. Il y a deux nouveaux types de données, les records et les enum. Les records, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir spécifier la structure d'une map, les noms des clés, les types des valeurs. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on a de plus en plus de fonctions qui prennent des options sous forme de map. Et donc, ça permet de pouvoir documenter et de typer les options, donc les clés et les valeurs. Les enums, c'est juste des listes de valeurs qui sont derrière utilisées dans les records. Donc ça, c'est un truc assez nouveau. Les fonctions XPath ont maintenant aussi, certaines fonctions ont des paramètres qui peuvent être optionnels. Donc on peut ne plus passer des paramètres. Donc on a dans ce cas-là forcément une valeur par défaut pour le paramètre. Et on peut appeler les fonctions en passant les paramètres soit par position, ce qu'on a toujours fait, hein, donc en les mettant dans le bon ordre, soit en nommant les paramètres. Donc c'est ce qui est ici. Ici, je nomme mon paramètre separator. Et dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de les mettre dans le bon ordre. Je peux mixer les deux notations à la seule condition que les paramètres qui sont passés de façon positionnelle soient évidemment à la bonne position. J'ai des string value templates donc, qui permettent de décrire simplement, d'éviter de faire des concaténations. Je ne passe pas beaucoup de temps dessus, c'est assez simple. Ensuite, on a eu sur les... Donc ça, c'était pour le langage XPath. Pour les fonctions et les opérateurs, beaucoup de nouvelles choses, 71 nouvelles fonctions à la relecture de ce matin des spécifications. Il y en a qui sont... Tout ça, c'est des travaux en cours, hein, donc il y en a qui vont probablement changer de nom, il y en a qui vont apparaître, mais là encore, j'ai essayé de garder des choses intéressantes. Une fonction char qui permet... à partir soit du code Unicode, soit d'une description, soit du nom de l'entité HTML, de générer le caractère qui va bien. Et puis une fonction characters qui découpe une chaîne de caractères en une séquence de chaînes de 1 caractère. Alors ça, c'est super important parce que pour les gens qui sont javaïstes, pour découper une chaîne de caractères en Java comme ça, on fait des trucs immondes. Là, on a juste une fonction. C'est absolument simple. Du coup, je vous ai mis pour l'anecdote, la fonction palindrome, hein, qui s'écrit purement en fonctionnel et en déclaratif, comme ça. Beaucoup de nouvelles fonctions sur les séquences. Donc des fonctions foot et trunk qui sont les équivalents du head et du tail qu'on avait déjà en XPath 3, mais cette fois à l'autre bout, pour les gens qui ont suivi la conférence de tout à l'heure. Là, c'est la même chose que le char et le CDR qu'on avait en Lisp, hein, c'est les mêmes sujets. Intersperse, qui est l'équivalent du string join, mais pour des séquences. Donc on va pouvoir insérer des éléments entre les éléments des séquences. Itemzat, elle a déjà été renommée. J'ai pas fait attention qu'elle a déjà été renommée, j'ai oublié de l'enlever. Replicate qui permet de reproduire une séquence en continu, et Slice qui permet d'extraire une partie, une sous-séquence. Et puis des fonctions qui permettent de faire un peu d'audit sur les séquences, donc duplicate values,
je ne détaille pas, c'est évident. Des fonctions qui permettent de vérifier si une sous-séquence, enfin si une séquence commence, contient ou termine par une sous-séquence. Et puis des fonctions qui nous manquaient pour faire du traitement fonctionnel avec le filter, le every, et il y en a quelques autres comme ça, mais c'est juste pour que vous ayez quelques points d'entrée. Toutes ces fonctions sur les séquences, elles sont aussi appliquées aux maps et aux arrays. Donc on garde le même état d'esprit, les noms ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais on garde le même état d'esprit, donc je ne les reliste pas, hein, mais on retrouve les mêmes choses. J'en parlerai plus tard. XSLT4, là, il y a eu des vrais gros travaux qui ont été faits sur la structure du langage. Alors, il y a globalement une compatibilité ascendante. Il y a un point aujourd'hui sur lequel on n'a pas de compatibilité ascendante. Mais on a quelques petites évolutions qui sont faites pour faciliter la vie des développeurs et pour réduire la quantité de code qu'on écrit. Donc, sur le XSL if, on avait un attribut test, on a maintenant un attribut then, et un attribut else. Avant, le if, il n'y avait pas de else. Maintenant, on a un else dedans. On met donc ce qu'on veut faire dans notre if, soit dans l'attribut then, soit dans le contenu du if. Hein, c'est évidemment exclusif entre les deux. On a les mêmes choses sur le choose. Dans le choose, on a le when et le otherwise qui, eux aussi, du coup, viennent récupérer un attribut select, ce qui permet de simplifier l'écriture. Hein, quand on avait des choses très très simples, juste une chaîne de caractères à envoyer, ça permet de simplifier beaucoup les choses. On a une nouvelle instruction dans le langage qui est le switch. On n'avait pas de switch. Avant, on était obligé d'écrire des choose en répétant les tests, etc. Donc là, bah, ça y est. Maintenant, on a un switch. Et vous avez vu que dans les valeurs, on peut mettre plusieurs valeurs possibles sur la même ligne. Donc on se rapproche un petit peu là aussi de ce qu'on a vu dans les évolutions sur le langage en Java, sur le switch aussi. Comme on a la possibilité de définir des fonctions en XPath, on a aussi la possibilité de faire la même chose en XSLT. Et en XSLT, on a la même chose, on peut définir des paramètres optionnels. Donc là, je vous ai défini un premier paramètre qui est un paramètre obligatoire. Pas de difficulté là-dessus. Le deuxième est optionnel, donc il a un required false, et il a une valeur par défaut, obligatoire aussi quand un attribut est optionnel. Les deux paramètres suivants sont des paramètres de type fonction. Donc on a du coup, un des objectifs de la spécification, c'était de renforcer l'outillage sur les higher order functions. Donc là, on a possibilité de passer des fonctions en paramètres. Et la valeur par défaut, on peut utiliser une référence de fonction. Alors j'utilise ce terme-là, ce n'est pas le terme qui est dans la spécification, hein, mais en gros, on peut passer le nom de la fonction et puis le nombre de paramètres qu'elle a. Et du coup, ma fonction strangelyFormat, je peux l'appeler avec un seul paramètre. Alors là, j'ai mon opérateur lookup qui fait que la valeur qui est avant devient le premier paramètre. Et puis ensuite, je peux venir changer les autres paramètres. Et ici, je change mon paramètre qui s'appelle QTrans et je change le paramètre qui s'appelle TETTrans. Enfin, sur le mode, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, on a maintenant possibilité de typer un mode. En XSLT3, on pouvait déjà typer les templates, c'est-à-dire qu'on vérifie à la compilation que le template produit bien le type pour lequel il déclarait. Et maintenant, on va pouvoir faire ça au niveau du mode et donc imposer et vérifier que tous les templates dans le même mode renvoient bien exactement le même type. Ça, c'est le premier point qui est un point de sécurité de qualité de code. Enfin, on peut regrouper les templates non plus en spécifiant le mode suivant avec l'attribut mode, mais on peut maintenant les grouper à l'intérieur de la balise mode, ce qui permet dans un éditeur à peu près correct de pouvoir à un moment dire ce mode-là, ça y est, c'est traité, je replie le truc, et on peut masquer tout le code qui correspond à ce mode-là. Alors c'est pas fait que pour que ce soit joli, mais ça permet aussi de regrouper le code, d'éviter d'avoir des dispersions dans le code, puisque l'ordre des templates en XSLT n'est pas important. Donc ça fait partie des choses qui sont faites pour les développeurs, pour vraiment leur simplifier le travail. J'ai le temps de vous dire ce dont je ne vous ai pas parlé. Alors, je ne vous ai pas parlé de XDM.
XML Data Model. Il y a quelques petites évolutions dedans qui sont principalement des corrections de bugs qui étaient liées, qui étaient dans version 3. Et puis le support de XML Schema 1.1. Il y a eu aussi des évolutions, donc XDM évolue, mais c'est vraiment ridicule. XQuery, on a quelques évolutions. On a l'utilisation possible de l'instruction Flower sur les arrays et sur les maps. On a une limite sur le Flower. On peut faire un Flower while, donc une espèce de boucle tant que. Et puis c'est à peu près tout. Mais en fait, XQuery étant une surcouche de XPath, il hérite directement de toutes les évolutions qu'il y a dans XPath. Donc c'est déjà pas mal. D'un autre côté, les travaux n'ont pas encore complètement commencé sur XQuery. Hein, y a eu beaucoup de boulot sur XPath qui font que sur XQuery, ils n'ont pas trop avancé. Le for dans le langage XPath est lui aussi généralisé au array. On a un certain nombre de fonctions dont je ne vous ai pas parlé. On a en XSLT la possibilité de ne plus définir un certain nombre de namespaces. Alors, il faut toujours que notre document XSLT, qui est un document XML, soit valide, mais typiquement les namespaces que vous utilisez pour vos déclarations de type ou pour vos références de type, les XS typiquement, on n'a plus besoin de les déclarer. Et puis on a la possibilité de définir un type aussi en XSLT directement dans la XSLT de façon à pouvoir le référencer ensuite dans des fonctions qu'on créerait. Voilà, il me reste 3 minutes 30, donc on a largement le temps de conclure et d'avoir quelques questions. Rapidement, XML c'est pas mort, même si le W3C a fermé sa section XML, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouvelles spécifications tamponnées W3C, recommandations ça s'appelle. Il y a toujours de l'activité. XML sert toujours dans un certain nombre de sujets, hein, principalement dans le monde documentaire aujourd'hui et dans les échanges interbancaires. Sur ces spécifications, on a plusieurs implémentations. Donc il y a tous les gens de Saxonica participent au comité éditorial. On a les gens de chez Basics. Christian Grune implémente les évolutions et il est très très moteur sur les évolutions XPath et XQuery. Donc c'est pareil, c'est vachement bien. Et enfin, il y a un nouveau processeur XSLT qui est en cours de développement par Mukul Gandhi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mukul Gandhi. C'est le dernier committeur sur Xerces, le seul parseur XPath qui nous reste en Java. Et puis l'objectif, c'est de sortir la spécification en 2025. Donc contrairement aux autres spécifications qui ont eu besoin de 10 ans pour sortir, là l'idée c'était de sortir quelque chose rapidement pour que les développeurs puissent en profiter rapidement. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je suis dans les temps. Derrière. Oui, bonjour tout d'abord. Merci beaucoup pour la présentation. Alors c'est une petite question un petit peu sur des principes généraux. Comment est-ce que vous conseilleriez de reprendre un legacy qui serait resté sur du XSL un peu ancien, que ce soit du 1 voire du 2, quels seraient les éléments les plus importants à migrer vers le 3 pour être prêt pour pouvoir accueillir la norme 4 bientôt? Globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. XSLT3 est quasiment compatible avec XSLT2. XSLT4 est quasiment compatible avec XSLT3, donc il n'y a pas un énorme boulot. Le plus gros gap, il est entre XSLT1 et XSLT2. Maintenant, si vous avez un gros paquet de code legacy sur lequel vous devez beaucoup travailler, appliquez les principes de refactoring de Martin Fowler. Utilisez les outils de refactoring qu'il y a dans les IDE. Il n'y en a pas beaucoup de bons IDE XML. Il n'y en a pas beaucoup qui offrent les bonnes opérations de refactoring, mais enfin ça se fait assez bien. Et surtout, testez. Parce que XSpec, il y a une version 3.0 d'XSpec qui sort la semaine prochaine. Et on a maintenant vraiment des très très bons outils pour tester. Là-bas. Ouais, c'était pour vous remercier pour cette conférence et puis pour vous dire que le XML et la XSLT c'est pas mort. Dans mon équipe, on s'en sert
tous les jours pour publier des milliers de fichiers. Donc, C'est cool. Vous êtes chez qui? chez eFluid. D'accord. Ok. Eh ben super. Eh bien merci. Et je vous souhaite une bonne suite de conférences.